Dans mon titre, effectivement, il y a le terme de malaise. En psychanalyse, le terme de malaise, das Unbehagen, est connu parce qu'il figure dans le titre du livre de Freud de 1929, Malaise dans la civilisation, où Freud poursuit sa critique de la religion, commencée dans Avenir d'une illusion. Dès le début, il souligne combien la vie humaine est pesante et que pour la supporter, il y a 3 espèces de sédatifs. De fortes diversions qui nous permettent de considérer de notre misère comme peu de choses. Deuxièmement, des satisfactions substitutives qui l'amoindrissent. Et troisième point, des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. Eu égard à l'aspiration au bonheur de tout être humain, Freud voit également 3 sources de menaces à ce bonheur, qui peuvent justement y faire obstacle et provoquer de la souffrance. Dans notre propre corps, première source, du côté du monde extérieur qui dispose de forces inexorables et invincibles, et dans nos rapports avec les autres. C'est selon lui la souffrance qui provient de cette dernière source qui lui semble plus dure que les autres. En d'autres termes, c'est dans le lien social que la souffrance serait le plus pénible à supporter. Or, Freud mentionnera que c'est en voulant éviter la souffrance que l'être humain finit par reléguer à l'arrière-plan l'obtention de la jouissance, c'est-à-dire de la satisfaction sexuelle au sens de la satisfaction des pulsions. À la fin de ce livre, Malaise dans les civilisations, il prendra cependant une position inverse, en rappelant que dans la littérature psychanalytique se fait jour une prédilection pour la théorie suivante, que toute entrave à la satisfaction érotique entraîne ou peut entraîner une aggravation du sentiment de culpabilité. Et qu'en appliquant ce principe qu'aux seules pulsions agressives, c'est là une façon de simplifier les difficultés théoriques propres à la psychanalyse. Il en déduit que pour expliquer cette théorie, il faut prendre un détour, en disant que l'empêchement de la satisfaction pulsionnelle entraîne une agressivité contre la personne qui l'a empêchée. Et il faut que cette agressivité soit à son tour réprimée et transférée au surmoi qui est propre à chacun. Dès lors, seule l'agressivité sera muée en sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité n'est pas reconnu, selon lui, par la civilisation, comme un processus inconscient. Tout au plus se manifeste-t-il comme un malaise. Les religions, qui elles, par contre, ne le méconnaissent pas, lui donnent le nom de péché. Et comme c'est le cas dans le christianisme, elles prétendent en délivrer l'humanité. L'on connaît ces grandes manifestations de recueillement suite à des attentats, des accidents et à tout ce qui s'impose violemment à la société, qui traduisent ce malaise, ou plutôt ce qui résonne en chacun comme culpabilité, s'ignore et s'évacue ainsi dans ces grands-messes. Je parle de ces manifestations de recueillement, façon d'évacuer ce sentiment de culpabilité en l'ignorant. Pour Freud, donc, quand une pulsion subit le refoulement, ce sont ces éléments libidinaux qui donnent lieu à des symptômes et ces éléments agressifs, par contre, disons le versant mortifère de la pulsion, qui se transforment, eux, par contre, en culpabilité. Il écrira enfin, toujours dans ce livre, que les 2 espèces de pulsions vitales ou libidinales, c'est la même chose, et mortifères, de l'autre côté, ne se manifestent jamais à l'état pur, séparés les unes des autres. Donc, il tranche sur toute pulsion, et à la fois pulsion de vie et pulsion de mort. Et c'est ce que Jacques Lacan développera
à la suite, à savoir que toute pulsion est aussi pulsion de mort. Que Freud ait eu du mal à le faire admettre dans le champ psychanalytique nous laisse entendre que cela ne pouvait qu'être encore moins admis dans les autres champs. C'est en développant la question du sadisme et du masochisme qu'il va traiter cette question à la fin de ce livre. Voici ce qu'il écrit. Je sais combien est répandue la tendance à attribuer de préférence tout ce qu'on découvre de dangereux et de haineux dans l'amour a une bipolarité originelle qui serait propre à sa nature, soit le bien et le mal, bipolarité que la morale religieuse a largement nourrie. Il existe une tendance native de l'être humain à la méchanceté, à la cruauté, à la destruction. Le problème, c'est quand une idéologie vient se nouer à ce mal qui concerne tout un chacun, vient se nouer à cette méchanceté. C'est ce que soulignera encore Freud quand il dit que ceci, qu'on fait du diable le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. Lequel diable remplirait cette même mission de soulagement économique que le monde où règne l'idéal arien fait remplir aux Juifs. C'était à son époque, n'est-ce pas? Et Freud de citer le Méphistophélès de Goethe, ainsi, tout ce qu'on nomme communément péché, destruction, en un mot le mal, est mon propre élément. Fin de citation. Parler de violence ne va donc pas sans parler des pulsions, qui constituent la réalité de l'inconscient, c'est-à-dire la sexualité, en tant qu'elles sont, c'est-à-dire ces pulsions, n'est-ce pas, en tant qu'elles sont refoulées. Ce refoulement n'est pas l'œuvre de la civilisation ou de la répression éducative. Son opérateur vient du langage. Tout à l'heure, on parlait des mots, n'est-ce pas, justement de ce que pouvaient créer les mots. C'est parce que nous sommes des êtres de langage, des êtres parlants, qu'il y a refoulement de la jouissance, refoulement des pulsions sexuelles. Et que partant, se produit une satisfaction substitutive qui est le symptôme, soit ce qui est à définir comme quelque chose qui est fait de langage, de nœuds, de signifiants. C'est quand le symptôme devient embarrassant, quand il fait trop souffrir, qu'il s'agit alors de savoir de quoi est fait ce nœud, de le desserrer, de le réduire, mais en aucun cas de le supprimer, car réduit à son essentialité, il reste vital. La violence, qui est donc de l'ordre de la pulsion, du réel pulsionnel, d'une jouissance qui surgit quand on ne s'y attend pas, n'est pas due au processus du refoulement. C'est le refoulement qui a produit la répression et non le contraire, je l'ai déjà dit. La famille, en d'autres termes, la société, qui sont des créations humaines, se sont édifiées du refoulement et non le contraire. Croire, par exemple, que c'est la répression qui va permettre aux enfants difficiles de refouler leurs pulsions est une aberration. Vouloir restaurer des figures autoritaires n'aura aucune prise sur ce qui n'a pas eu lieu pour eux. Je vais vous livrer une petite vignette qui me vient d'une époque où je travaillais dans un service de psychiatrie infanto-juvénile. Je reçois la demande d'une mère adressée par une crèche où il s'est produit un incident qui a bouleversé tout le personnel de cette crèche. Une bande de petits garçons de 3 ans s'en était pris à une petite fille du même âge en l'attirant dans le coin d'où personne ne pouvait les voir. Vous savez, de nombreuses crèches ont des murs où une large partie est vitrée. Or, c'était le coin aveugle, si l'on peut dire, de la crèche qu'ils avaient choisi comme terrain d'opération.
Il l'avait dévêtue et, pour faire bref, agressée en la mordant violemment aux parties génitales. Cette petite bande avait son leader, et c'est sa mère que je reçus seule à cet entretien. Elle me dit qu'elle avait peur que cela se retourne contre son fils, et m'expliqua que cela faisait scandale, car la petite fille en question était la fille d'un élu. Elle m'apprit qu'elle était psychologue. Et ce qui fut le plus surprenant, elle me sortit une théorie sur la sexualité infantile, dans une sorte de complicité séductrice à mon égard, pour expliquer le geste de son fils et de ses tout petits enfants, voulant me faire entendre que, dans le fond, ce qui était arrivé était normal. Que s'était-il passé pour ces enfants ? Pour cette mère, la réponse venait ainsi toute faite, toute armée, à partir de la théorie. Or, si la psychanalyse s'appuie sur des fondements théoriques qui ont été élaborés à partir de la pratique et de la clinique qui en a été recueillie, elle ne saurait cependant s'y réduire. La toute-puissance du savoir maternel avait ici écarté l'enfant de l'entrevue que j'aurais pu avoir avec lui. Ce qui faisait que je ne pouvais rien faire émerger de singulier le concernant à propos de cet événement. Et ce n'est pas parce qu'il avait 3 ans. Je reçois des enfants qui ont 2 ans, qui parlent, donc 3 ans, c'était encore mieux. N'y avait-il pas à écouter l'enfant dans ce cas ? Bien sûr que oui. Je le dis à la mère, mais j'ai vite compris que la voie à cette singularité était fermée et qu'il fallait mettre pour elle un voile sur tout ça. L'on peut cependant déjà apercevoir à quelle place l'enfant risque d'être assigné dans son discours et probablement dans son fantasme. Oui, il y avait eu violence, mais l'interprétation de la mère était tout aussi violente, dans la conception suivante que tout enfant manifeste sa sexualité sans frein et sans tabou, et qui plus est, en toute innocence. Tous de petits pervers polymorphes, mais c'est normal. Si c'était aussi simple, je ne vois pas pourquoi Freud se serait donné la peine d'écrire ces 3 essais sur la sexualité, dont l'un des 3 est consacré à la sexualité infantile. Tout d'abord, il est faux qu'il y aurait une expression libre de la sexualité des enfants comme telle. Il suffit déjà de remarquer que dans le cas évoqué, la petite bande avait trouvé le seul lieu qui pouvait échapper au regard des adultes. Aujourd'hui, alors que le débat gronde sur la place des femmes dans la société, on pourrait s'interroger sur la position des mères, qui sont censées être des femmes, à l'endroit de leur progéniture, et je ne parle pas seulement de l'éducation, n'est-ce pas, mais de ce qu'elles ne savent pas d'elles-mêmes, car cela relève de leur inconscient, qui par définition leur est méconnu. Il ne s'agit pas non plus d'ériger ce qui est arrivé en procès de quiconque, car le seul procès qui vaille dans ce cas, c'est le procès subjectif de cet enfant, par lui-même, mais l'occasion ne lui en a pas été donnée. On préféra le punir en le réprimandant. « Ah, ce n'est pas bien de mordre une petite fille, surtout à cet endroit », et l'innocenter à coups de justifications psychanalytiques. Il y a toutes sortes de violences, celles dites des enfants, que l'on fait aux enfants, et qui sont souvent écrantées par les premières, celles faites aux femmes, celles faites aux démunis, etc. Il ne s'agit pas, pour la psychanalyse, d'en trouver la cause, de les expliquer, de les comprendre, je veux dire trop vite. Il y a des violences dans le registre de la psychose qui, bien sûr, ressortissent aux pulsions, mais en tant que celle-ci n'aurait pas subi le processus de refoulement. Il y en a d'autres, verbales ou agies, qui ressortissent, elles, à la névrose et témoignent d'une difficulté du sujet, d'un embarras
et qui provoquent parfois des passages à l'acte. Mais il y a aussi des violences irrationnelles, sans cause, et qui peuvent se lier à des causes, justement, je le disais au début, idéologiques, externes, idéologiques. Lacan avait souligné la résonance que pouvaient avoir certaines violences, voire certains crimes immotivés, avec les problèmes de société d'une époque. Et ce, il l'avait dit à propos des sœurs Papin. Il convient certes de considérer l'aspect mortifère de la pulsion, mais aussi sa force constante. Et comme le formulait Jacques Lacan, elle n'a pas de jour ou de nuit, pas de printemps ni d'automne, pas de montée ni de descente. C'est en ce sens qu'elle n'est pas assimilée à une fonction biologique. Les fonctions biologiques ont toujours un rythme. Ça s'arrête, ça reprend, comme la faim, comme d'autres. Ce n'est pas le cas de la pulsion. Si la psychanalyse peut toucher à la sexualité, puisque je parle de pulsion, ce n'est justement que parce que celle-ci, cette sexualité, se manifeste dans les défilés du signifiant, c'est-à-dire dans la parole, et sous la forme de la pulsion. La psychanalyse n'a autrement aucune prise sur la question de la sexualité. C'est pour cela qu'elle ne peut en aucun cas la modifier chez un sujet, qu'il soit névrotique ou psychotique. À l'heure où un autre type de violence se manifeste encore sur les corps, et notamment concernant les genres, elle n'a en effet aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit à ce niveau. J'ai pu voir les ravages que pouvait produire la décision d'un jeune adulte sur sa famille, après qu'il avait pris la décision de changer de sexe. C'était un jeune homme. Sa psychose pouvait ainsi trouver une solution, voire une suppléance, et ceci ne pouvait être mis en question, au risque de déclencher des choses encore plus violentes. Pour revenir à ce que je rappelais au début des 3 menaces soulignées par Freud, comme faisant obstacle au bonheur et provoquant la souffrance, celles concernant le corps propre, justement, celles venant du monde extérieur et celles de nos rapports avec les autres, c'était les 3 menaces. Il y a aujourd'hui celle qui s'est amplifiée à propos du corps, justement, la première. Soit en l'occurrence de ne pas avoir reçu le corps qu'on aurait voulu, au sens bien sûr de la sexuation, et qui conjoint les 2 autres menaces, celle venant du monde extérieur, qui bien sûr n'a pas prévu de place à cette nouvelle donne, mais aussi celle qui vient des relations avec les autres, qui rejette, condamne, exclut ces transformations. Si la psychanalyse ne peut pas modifier ce qu'il en est de la sexualité, elle peut par contre rectifier quelque chose. C'est au niveau des pulsions, l'état de satisfaction lié à celle-ci. En d'autres termes, elle peut modifier ce qu'il en est de l'excès de jouissance et partant l'excès de violence. La psychanalyse peut faire accéder le sujet au fantasme qui lui a permis de se situer par rapport au réel, à faire ainsi, avec son fantasme, écran au réel pour pouvoir vivre. À cet indicible et pour faire écran à ce réel qui fut premier d'ailleurs, un indicible, un impossible à dire ce qu'il en était du désir de l'autre. Ce désir dans lequel il était pris, ses parents en l'occurrence, et auquel il a eu affaire très tôt. Mais il continuera à y être confronté, puisque cet autre, il va continuer à le faire exister d'une certaine façon dans sa névrose, dans sa psychose, diversement, dans son rapport au monde également, c'est-à-dire dans la société des autres. Ainsi, le choix de l'identité sexuelle, puisque je viens d'évoquer la violence qui y est attachée, relève d'un fantasme, qui est bien sûr
soit celui d'un névrosé, soit celui d'un sujet psychotique. Mais le choix de l'identité sexuelle n'a jamais réglé, par contre, le rapport à la sexualité. On peut changer de sexe, mais ça ne règle pas pour autant la question de la sexualité. Où, en effet, là, il y a un réel que chacun traite différemment. En témoigne ce même jeune homme qui, se transformant en femme, annonça à sa mère que s'il devait avoir un partenaire, ce serait une fille. Lacan n'avait pas hésité à parler de la subjectivité de l'époque, eu égard justement à la fonction du désir de l'autre, qui commence avec les parents, mais qui se poursuivra, et qui est tout à fait essentiel à considérer, et spécialement de notre temps, quant à l'organisation des sociétés. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et c'est à ce titre que l'on peut dire que le psychanalyste a à prendre aujourd'hui une place dans la société, si tant est qu'il puisse faire entendre quelque chose du discours qu'il sert. Vous l'aurez compris, il faut qu'il y mette du sien, c'est-à-dire qu'il ne cesse pas d'interroger à partir du malaise, à partir des symptômes, Lacan traduisait malaise par symptômes, qui peuvent lui être adressés aujourd'hui, ce qu'il en est des concepts de la psychanalyse, tels que celui de la pulsion. C'est certainement le lien social qui vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous en activité, qu'est la place du psychanalyste, enfin de son discours en tout cas, qui est un lien social, ainsi le formulait Jacques Lacan. Je vous remercie de votre attention. Dans ce que j'entends de votre propos, je pressens ce qui sera le propos de l'an prochain, c'est-à-dire le négatif. Voilà. Et finalement, que faisons-nous du négatif ? Est-ce qu'on le rejette, l'exclut, ou est-ce qu'on le qualifie ? Voilà, il me semble qu'il y a déjà en route l'affaire à évoquer l'an prochain, puisque vous traitez la violence comme le négatif. Non. Alors comment ? Je n'ai pas parlé de négatif ni de positif. J'ai parlé de destruction et de pulsion de mort. C'est pas du tout pareil. Il est juste qu'en tant que philosophe, je transfère dans des termes philosophiques oui, voilà, qui sont ceux de la philosophie. D'accord. C'est-à-dire, à votre sens, surtout que je n'ai pas dit positif. J'ai dit négatif. Pour moi, le négatif n'est pas le répondant du positif. C'est tout autre chose. Le positif ne m'intéresse pas. C'est le négatif qui m'intéresse, qui me paraît à creuser et à explorer. Donc, c'est là que j'entends votre discours, et peut-être ce qui est l'objet de vos réunions, c'est comment mettre bord à bord le discours lacanien, que ça vous avez fait entendre magnifiquement, et puis ce qui se cherche autour, ou ce qui pourrait peut-être d'éclore l'un et l'autre discours en trouvant du transversal et, disons, un débordement possible. Donc, alors je ne sais pas si on a le temps maintenant, mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir comment ce que vous avez évoqué, ce thème de violence, peut se rencontrer ou pas, et s'il ne le rencontre pas, c'est peut-être encore plus intéressant, la question qui est au fond de la philosophie, à savoir celle du négatif. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui de... Non. Je pense qu'on va le garder pour l'année prochaine. Ce qui suppose qu'on revienne. Oh là. Faudra venir. Donc, la coïncidence était trop grande dans un des deux sens que vous nous avez dit, avec la fin de votre livre et le sujet qu'on venait de déterminer avec Pierre Lebrun et tout notre comité directeur. Alors j'y renonce et je donne la parole à la salle. Oui, moi aussi, je voudrais dire un tout petit mot à Liliane. Oui, d'accord. Oui, juste un mot. Ce qui m'a intéressé dans l'Iliade, dans votre approche, et que j'ai entendu résonner, c'est la satisfaction substitutive, le symptôme qui fait souffrir et à respecter. Et là, cette dimension de la dimension créative du symptôme est apparue, et il faudrait peut-être évidemment y revenir. Mais enfin, il y a là un moyen pour le sujet d'accéder à autre chose et de créer son avenir. Et enfin, l'excès de jouissance que vous avez souligné dans la modification que la psychanalyse peut apporter. Bon, c'est vrai que ça ouvre de tels débats qu'on ne pourra pas aller très loin, mais enfin, ces deux points m'ont paru tout à fait fondamentaux. Merci en tout cas. On peut. Non, j'avais... Pardon. Lebrun veut prendre la parole. Non, mais prenez... Non, dites... Non, ah oui. Vous répondez aux deux non.
C'est à moi de répondre? Oui, Je réponds à quoi? Oui, vous avez souligné quelque chose. Oui, bien sûr, Néanmoins- vous savez, j'avais 30 minutes. Non, mais c'est important. Non, J'ai ce essayé qui est important, c'est ce j'ai que pas vous pu développer semez, beaucoup c'est de ce que choses, beaucoup vous de semez, choses. c'est ce que nous en faisons, bien sûr. Et puis même au niveau de la fin, la place du psychanalyse, bon, on peut développer ça, c'est-à-dire comment dans la société, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque Certainement. moi-même j'interviens à ce niveau-là, voilà, dans la création que nous avons pu faire de centres ouverts où des psychanalystes travaillent bénévolement et des centres gratuits, voilà, il y a tout ça et le tout venant peut venir exposer ces difficultés. Après, le symptôme, en effet, il ne s'agit pas du tout de l'abraser, de l'éradiquer. Il y a quelque chose là qui est à traiter, mais pas Qui construit, à supprimer. Dans cela, il y a le symptôme en tant que métaphore et le symptôme dans ce qui Oui, porte en lui. après, il y Voilà. a le symptôme dans la psychose, le symptôme Non. hystérique, le symptôme obsessionnel. C'est très... J'en finirai pas, là. Pardon. Oui, je voulais simplement vous poser une toute petite question, parce que vous m'éclairiez sur ce que je perçois, à tort sans doute, comme une contradiction. Parce que vous nous dites, et à juste titre, que la question de la pulsion, grâce à Lacan, ça ne se réfère pas à la répression sociale ou éducation, mais au langage comme tel. Là-dessus, je suis tout à fait. Mais dans le concret, quand vous me parlez de l'épisode de la crèche, vous repérez tout de suite le seul lieu où échappe au regard des adultes. Alors là, attendez, si ce n'est que du langage, Ah non. hein, bon, alors expliquez-moi. Non, mais Non. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que le refoulement est premier. C'est-à-dire que d'emblée, l'être parlant a affaire à la langue. Et disons que ce n'est que beaucoup plus tard qu'il va découvrir la famille. Ce sont des productions, si vous voulez, humaines. La famille, la société, ce n'est pas premier. C'est ce que je voulais dire, c'est que le refoulement ou la répression ne sont pas dus à ces créations humaines. Que ce qui est premier, c'est en effet le langage, le rapport au langage, à l'autre du langage, avec un grand A. Voilà, et qui passe bien sûr par les soins maternels, paternels, voilà, c'est ça, et qui a une langue fondamentale, si je puis dire, à différencier de celle du président Schreiber, mais qui est là, comment dire, est faite de signifiants. C'est un ensemble de signifiants qui, peu à peu, s'articulent, se structurent, forment des nœuds, je dis, des nœuds symptomatiques, voilà. Très bien. Benoît Servan, vous avez la parole. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, en opposant pour ce patient transsexuel le fait qu'on ne pourrait pas changer sa sexualité, mais il pourrait changer son identité sexuelle. Puisque précisément, il ne pourra pas changer son identité sexuelle. On sait bien que les traitements qui sont proposés actuellement, c'est autre chose, ce n'est pas un changement d'identité sexuelle. Oui, c'est ça. Vous voulez que je dise quelque chose? Je n'ai pas compris votre question. Que vous aviez l'air de dire qu'il allait pouvoir changer d'identité sexuelle. Mais il est en train de changer. Oui, mais sauf qu'on ne peut pas prendre les choses à la lettre. En réalité, il va changer son identité sexuelle, il va devenir un homme transformé en femme, mais il ne sera jamais une femme. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas réduire ce que je voulais dire, que homme ou femme, ce sont des signifiants. La sexualité, c'est une autre question. C'est le refoulement, les pulsions, c'est ce qu'on en attrape, nous, psychanalystes. Mais au-delà, il y a quelque chose qui est indicible. Il y a un réel du sexuel.